Bonjour, chers étudiants. Dans un nouveau cours dans le module Fondation des médias numériques, dans le dernier cours, on a étudié les nouvelles habitudes de consommation médiatique et la relation entre médias numériques et médias traditionnels, la presse écrite, la télévision, et on a compris les nouvelles habitudes de consommation des médias numériques qu'à Twitter, et aussi on a compris la consommation des vidéos numériques et la relation aussi entre producteurs et diffuseurs de contenu, les contenus numériques, en ce qui concerne ce que les chercheurs euh, ont défini comme déséquilibre des pouvoirs. On a compris par exemple que euh, les individus regardent souvent leur compte Facebook lorsqu'ils sont en manque d'estime de soi, et ce serait une manière inconsciente pour eux euh, pour réparer leur ego en consultant les messages généralement positifs qu'ils y ont publiés au sujet de leur vie. On a compris aussi que les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans le suivi de l'actualité par les citoyens consommateurs. On a compris aussi qu'il y a une tendance de fond de la nouvelle consommation médiatique euh, et en ce qui concerne l'importance prise par les usages mobiles. On a compris que l'une des différences majeures entre l'utilisation d'un ordinateur et la pratique d'un smartphone est que celle-là est intentionnelle, tandis que celle-ci ne l'est pas. L'ordinateur répond à un objectif précis, alors que le smartphone remplit nos moments creux, selon les mots de Christophe Lachnit. Et aujourd'hui, on va étudier la relation entre journalisme et big data. On a expliqué que les big data constituent un pilier de ce qu'on appelle le nouvel Internet. Le procès de traitement des big data consiste généralement en la captation d'un large, voire très large ensemble de données, presque toujours quantitatives, et en l'identification de formes de cohérence ou de corrélation en vue d'acquérir des informations sur les comportements et attitudes actuelles des individus, et à partir d'elles de proposer des prédictions. On a donné l'exemple de Facebook, par exemple, qui capte les données générées par ces milliards d'utilisateurs et indexe les likes associés aux messages sur les différents sujets, les célébrités, les entreprises, les sujets de société et les produits. Et aussi, on a expliqué que ces données permettent à l'entreprise de développer des profils de ses abonnés qui sont ensuite vendus à des spécialistes du marketing capables de cibler les utilisateurs de Facebook avec des annonces personnalisées diffusées sur leur page. Euh, on a aussi donné l'exemple de Google
qui fait de même pour les sujets de recherche ainsi que pour le contenu de messages échangés par Gmail. Et aussi, Amazon a créé des profils de ses utilisateurs à partir des recherches et les achats effectués sur son site. Aujourd'hui, on va étudier en détail la relation journalisme, entre le journalisme donc, et euh, Big Data. Plan de cours, journalisme et Big Data. On va expliquer le journalisme de données, le journalisme automatisé, les faits et les limitations, et les big data et les logiques marketing des entreprises d'information. Les deux chercheurs, Alexandre Joux et Marc Bassoni, ont analysé dans leur étude intitulée Le journalisme saisi par les big data, résistance épistémologique, rupture économique et adaptation professionnelle. Ils ont étudié la relation entre les big data et le journalisme. Selon ces deux chercheurs, la déferlante des données massives, les big data, interroge le journalisme contemporain, ses pratiques, mais aussi les modèles économiques des médias traditionnels et l'organisation des rédactions. Les enjeux sont protiformes. Ils ont présenté la résistance épistémologique du métier face aux promesses d'un journalisme intégralement robotisé. Joux et Bassoni ont montré aussi que l'usage des données massives permet aux médias non seulement de personnaliser plus finement l'offre d'information, mais également de favoriser un processus d'innovation, favoriser un processus d'innovation qui tend à hybrider de plus en plus les savoir-faire journalistiques avec des compétences techniques extérieures au métier. Ainsi, et selon les mots de ces deux chercheurs, s'interroger sur le rôle des big data et des algorithmes dans le champ journalistique conduit à s'intéresser au journalisme automatisé, le robot journalisme, à savoir la production d'articles par des logiciels à partir du traitement algorithmique de grandes masses de données. Le journalisme robotisé semble s'imposer comme un modèle d'objectivité, poussant à son euh, paroxysme l'exigence de neutralité du journaliste dans l'observation du réel grâce à la suppression de l'intervention humaine. Donc le journalisme robotisé semble s'imposer comme un modèle d'objectivité, poussant à son paroxysme l'exigence de neutralité du journaliste dans l'observation du réel grâce à la suppression de l'intervention humaine. Souvent donné en exemple, le Los Angeles Times, le journal donc Los Angeles Times, publie depuis 2014 des articles sur l'activité sismique en Californie grâce au logiciel robot QuakeBot qui exploite les données de l'US Geological Survey.
Aussi, selon les mots de Joux et Bassoni, si la perspective de rédaction son journaliste inquiète, ce journalisme automatisé s'accompagne aussi de promesses. Parmi ces promesses, il y a la possibilité de multiplier les articles pour répondre à des demandes de niche et pour traiter de sujets que les rédactions n'avaient pas les moyens de couvrir jusqu'alors. Cette prolixité des robots journalistes doit dès lors libérer les journalistes des tâches répétitives pour se consacrer à des enquêtes ou des projets qu'une intelligence artificielle ne pourra pas assumer. Donc, il existe des promesses de ce journalisme automatisé, la possibilité de multiplier les articles pour répondre à des demandes de niche et pour traiter des sujets que les rédactions n'avaient pas les moyens de couvrir jusqu'alors. Et aussi, euh, ces robots journalistes peuvent libérer les journalistes des tâches répétitives pour se consacrer à des enquêtes ou des projets qu'une intelligence artificielle ne pourra pas assumer. Ces promesses font toutefois, comme Jou et Bassoni ont mentionné, ces promesses font toutefois l'objet de résistance de la part des journalistes que le chercheur américain Matt Carlson a recensé dans les débats qui ont accompagné le lancement de Narrative Science aux États-Unis, une entreprise qui propose, quand on va voir, du journalisme automatisé, mais qui ne se revendique pas comme une entreprise de journalisme. Parmi les résistances, la première d'entre elles consiste à questionner le renversement des rapports entre l'offre et la demande dans la production de l'information. Donc, parmi les résistances, il y a la première d'entre ces résistances consiste à questionner le renversement des rapports entre l'offre et la demande dans la production de l'information. Le journalisme se définirait d'abord par l'offre, par les choix de couverture qu'une rédaction opère, c'est-à-dire la sélection de l'information qui mérite d'être portée à la connaissance du public. Cette sélection de l'information est au cœur de l'autorité journalistique qui assume ici son rôle de gatekeeping, parce que ici l'autorité journalistique sélection les événements qui méritent d'être portés à la connaissance du public. Au contraire, les tenants des big data vont dénoncer les insuffisances de l'intermédiation journalistique avec ces choix humains auxquels les algorithmes opposent une connaissance plus fine des besoins des utilisateurs, la pertinence ou relevance donc de leurs réponses substituant ici aux logiques éditoriales. La pertinence et la relevance se substituant ici aux logiques éditoriales. Encore une fois, parmi les résistances, il y a la première consiste à questionner le renversement des rapports entre l'offre et la demande dans la production de l'information, parce que le journalisme se définirait d'abord par l'offre, par les choix de couverture qu'une rédaction opère, c'est-à-dire le processus de sélection de l'information qui mérite d'être porté à la connaissance du public. Cette sélection de l'information est au cœur de l'autorité journalistique qui assume ici son rôle de gatekeeping
Et au contraire, les tenants des big data vont dénoncer les insuffisances de l'intermédiation journalistique avec ces choix humains auxquels les algorithmes opposent une connaissance plus fine des besoins des utilisateurs, la pertinence ou relevance de leurs réponses se substituant ici aux logiques éditoriales. De ce point de vue, les big data, selon Zhou et Bassoni, constitueraient l'aboutissement d'un processus qui, depuis les années 1990, donne à la demande une plus grande importance dans les choix éditoriaux, mais elles en transfigurent la signification. Après l'impératif publicitaire, la demande s'imposerait au nom de la relevance des informations sélectionnées, c'est-à-dire au nom d'une revendication épistémologique qui ferait des algorithmes le vecteur d'une nouvelle science des publics et de leurs attentes concernant la consommation des médias et des textes médiatiques. Les divergences portent également sur le statut des faits. Ces derniers, parce qu'ils s'inscrivent dans une réalité complexe, doivent de plus en plus être contextualisés et interprétés, ce qui interdit de produire un compte rendu épuré du réel, faisant de l'objectivité une norme à vocation d'abord régulatrice. À cette interprétation journalistique des faits, suspectée de laisser place au risque de biais idéologiques, le journalisme automatisé de Narrative Science, qu'on a déjà évoqué, va opposer la possibilité de neutraliser toute forme de subjectivité dans le traitement de l'information grâce à l'application de processus normés. À l'évidence, comme Joux et Bassoni ont écrit, des tensions épistémologiques se manifestent entre, d'une part, l'expertise journalistique et son rapport négocié au réel, et d'autre part, la prétention des algorithmes à faire émerger de manière normée des faits à partir du traitement de gigantesques bases de données. Mais c'est quoi un Narrative Science exactement? Un Narrative Science, créé en 2010 à Chicago, elle s'adresse à toutes les entreprises auxquelles elle fournit nouvelles dépêches, rapports en exploitant leur base de données. La rédaction est entièrement automatisée. Ce sont des robots qui écrivent. Et le fondateur de Narrative Science, c'est Christian Hamon. Il est spécialiste de l'informatique cognitive. Quill est son outil de recherche. Il analyse des données puisées à différentes sources en restituant le sens en langage naturel, en anglais pour le présent. Donc, Narrative Science, créé en 2010 à Chicago, elle s'adresse à toutes les entreprises auxquelles elle fournit nouvelles dépêches et rapports en exploitant leur base de données. La rédaction est entièrement automatisée. Ce sont des robots qui écrivent. Et Christian Hamon, le spécialiste de l'informatique cognitive et le fondateur de Narrative Science, et Quill est l'outil de recherche. Il analyse des données puisées à différentes sources en restituant le sens en langage naturel, en anglais pour le présent. Alexandre Joux et Marc Bassoni ont interrogé le rapport du data journalisme aux données parce que cette nouvelle manière de faire du journalisme qui émerge à la fin des années 2000 revendique
justement la possibilité à partir des données de produire des contenus qui s'inscrivent au cœur du champ journalistique, sans lui être extérieur comme le journalisme robotisé de Narrative Science. Ainsi, Zhou et Bassoni ont expliqué que la démarche initiée par le data journalisme ou le journalisme de données peut se comprendre comme une manière d'apprivoiser la provision nouvelle de données. Donc, ces deux chercheurs ont expliqué que la démarche initiée par le data journalisme peut se comprendre comme une manière d'apprivoiser la provision nouvelle de données. Le data journalisme accorde une importance majeure aux données et à leur exploitation, prenant ainsi ses distances avec le terrain, au moins en première intention. Et pour définir le journalisme de données ou journalisme de base de données est un mouvement visant à renouveler le journalisme par l'exploitation de données statistiques et la mise à la disposition de celles-ci au public. Le journalisme de données est un mouvement visant à renouveler le journalisme traditionnel donc, par l'exploitation de données statistiques et la mise à la disposition de celles-ci au public. Elle est également liée à la libre disponibilité des données. De plus en plus de données statistiques sont diffusées par les institutions et les gouvernements et un journaliste d'investigation, sachant les analyser, peut mettre en lumière des faits importants. La question de la visualisation de données est également un aspect important de ce type de journalisme. Donc, le journalisme de données ou le journalisme de base de données est un mouvement visant à renouveler le journalisme par l'exploitation de données statistiques et la mise à la disposition de celles-ci au public. Pour Adrien Olovati, l'un des chefs de file du mouvement, le travail du journaliste traditionnel consiste essentiellement à collecter des données. Le travail du journaliste traditionnel consiste essentiellement à collecter des données. Ça veut dire le journaliste va au terrain pour trouver des données concernant un événement, alors que ce dernier dissémine les données, ça veut dire les informations qu'il a obtenues dans un texte rédigé. Le journaliste de données les collecte sous forme structurée afin de pouvoir ensuite les réutiliser plus facilement à des fins de comparaison. Simon Rogers, auparavant responsable du journalisme de données au Guardian, le journal Guardian, fait une différence entre le journalisme de données et l'infographie. Pour lui, l'infographie consiste uniquement à présenter des chiffres, alors que le journalisme de données consiste à les présenter, mais aussi à les analyser et les expliquer. Donc, le journalisme de données présente l'information, mais aussi analyse ces informations et explique ces informations au public, au public qui essaye de comprendre les événements. Ici, le travail du journaliste traditionnel consiste essentiellement à collecter des données et qu'il a obtenu. Donc, il essaye de rédiger
ces données, ces informations dans un texte. Euh, le journaliste de données les collecte, ça veut dire le journaliste collecte des données, des informations sous forme structurée afin de pouvoir ensuite les réutiliser plus facilement à des fins de comparaison. Et ici, on insiste que le journalisme de données consiste à présenter les informations et aussi à les analyser et les expliquer. Les sciences sociales et leur méthode irriguent aussi le journalisme. Le journaliste est Philippe Meyer, qui a étudié les sciences sociales à Harvard et ainsi considéré comme l'un des pionniers du journalisme de précision. Journaliste au Detroit Free Press, il analyse les émeutes de 1967 à Detroit grâce à une méthode de sondage qu'il exploite à l'aide d'un ordinateur pour montrer la décorrélation entre le statut social et le fait de participer à une émeute. En 1973, il publie Precision Journalism, édition augmentée en 1993 sous le titre The New Precision Journalism, dans lequel il plaide pour l'utilisation des méthodes de statistique et des outils informatiques dans le journalisme. Euh, dans les années 80, ce journalisme à vocation scientifique continue de se développer à mesure que l'usage de l'outil informatique se généralise. Le chercheur à l'Institute for Future Media and Journalism, Samuel Danzan-Chambaud, a exploré le développement du journalisme automatisé dans un article intitulé De plus en plus installé, le journalisme automatisé interroge toujours. Dans cet article, ce chercheur adressait les faits suivants. Apparu au tournant des années 2010, le journalisme automatisé s'est frayé un chemin au sein des salles de rédaction, notamment pour communiquer des résultats sportifs ou électoraux. Le journalisme automatisé ouvre de nouveaux horizons, mais il s'accompagne aussi de questions plus larges reliées à son utilisation. Assis à son poste de travail, une étiquette portant la mention presse glissée dans la lanière d'un chapeau en feutre, un robot d'apparence humanoïde semble être en pleine réflexion devant sa machine à écrire. Cette image, selon Chambaud, dont des dizaines de variantes existent sur Internet, est devenue monnaie courante pour illustrer un phénomène nouveau apparu au tournant des années 2010, le robot journalisme ou journalisme robotisé. Cette appellation sert à désigner la production automatisée de textes au sein d'une salle de rédaction. Rédigé, il s'agit essentiellement d'une solution informatique qui fonctionne à partir de données puisées en ligne, lesquelles viennent de se greffer à des modèles de texte pré-rédigés, le tout orchestré par un jeu d'algorithmes. S'il convient mieux de parler du journalisme automatisé, selon les mots de Samuel Danzan-Chambaud, s'il convient mieux de parler du journalisme automatisé, à l'instar de nombreuses études publiées sur le sujet, l'usage de ces métaphores robotiques n'en a pas moins suscité tout un émoi au sein de la profession journalistique. Dès le début des années 2010, alors que Narrative Science travaille essentiellement sur des articles économiques et sportifs, le Los Angeles Times, marque également les débuts du journalisme automatisé. D'abord, en couvrant de manière automatique tous les meurtres et homicides du comté de Los Angeles,
puis plus tard en développant un programme capable de générer des alertes de tremblements de terre. L'organisation médiatique a fait de nombreuses émules, parmi lesquelles l'agence de presse Associated Press. En 2014, l'agence de presse Associated Press annonce un partenariat avec le startup Automated Insights pour automatiser une partie de sa couverture financière. Dans la foulée, le Washington Post développe son propre programme pour couvrir le jeu olympique de Rio de Janeiro. En Europe, en particulier dans les pays nordiques, la technologie est employée dès 2015 pour automatiser des résultats sportifs au sein du groupe de médias suédois Mitt Media. En Norvège, l'agence de presse NTB développe peu de temps après un programme informatique pour suivre les matchs de football. Ailleurs en Europe, d'autres poids lourds de l'industrie médiatique, comme Le Monde ou la BBC, ont recours au journalisme automatisé via des fournisseurs externes. Donc, en Norvège, l'agence de presse NTB développe un programme informatique pour suivre les matchs de football. Aussi, des poids lourds comme de l'industrie médiatique en Europe, comme Le Monde ou la BBC, ont recours au journalisme automatisé via des fournisseurs externes. Selon Samuel Danzon Chambaud, puisque son fonctionnement requiert des textes écrits à l'avance et dépend des bases de données disponibles, le journalisme automatisé est un candidat de choix pour délivrer des informations simples telles que les résultats des marchés financiers, de rencontres sportives ou encore de campagnes électorales ou référendaires. Quelques grands médias se sont d'ailleurs fait la main sur ce dernier point en générant des textes personnalisés à destination d'un public micro-local. Donc, selon Chambaud, puisque son fonctionnement requiert des textes écrits à l'avance et dépend des bases de données disponibles, le journalisme automatisé est un candidat de choix pour délivrer des informations simples telles que les résultats des marchés financiers ou de rencontres sportives ou encore de campagnes électorales. Et quelques grands médias se sont d'ailleurs fait la main sur ce dernier point en générant des textes personnalisés à destination d'un public micro-local. Dès 2015, Le Monde s'est ainsi associé à la start-up française Silabs afin de couvrir les résultats des élections départementales de manière automatisée. Selon le directeur général et cofondateur de Silabs, Claude de Loupy, le journalisme automatisé peut s'avérer particulièrement utile dans des circonstances où le journaliste serait dépassé par le volume d'informations à traiter. Des propos dont la rédaction du Monde se fait l'écho en assurant que les journalistes du Monde n'avaient de toute façon pas la capacité de produire 30 000 articles sur 30 000 communes en une nuit. Trois ans plus tard, en 2018, le groupe de presse suisse Tamedia mobilise entre autres le startup Automated Insights afin de couvrir les résultats d'un référendum avec toutefois un défi supplémentaire. C'est quoi ce défi? Communiquer les résultats dans des langues officielles, le français et l'allemand. Le service politique de Tamedia a préalablement été mis à contribution. Donc, le service politique de Tamedia a
préalablement a été mis à contribution afin de déterminer les scénarios possibles et écrire les modèles de texte permettant à la technologie de fonctionner. Au final, 40 000 articles ont été publiés en quelques minutes, alors que, selon les responsables du projet, on a besoin de 800 jours de travail pour était nécessaire à un journaliste pour publier ces articles. Donc, 40 000 articles ont été publiés en quelques minutes. Plus récemment encore, ajoute Samuel Donzon-Chambaud, après avoir tâté prudemment le terrain, la BBC s'est à son tour pleinement investie dans le journalisme automatisé. Lors des dernières élections générales au Royaume-Uni. Pour l'occasion, elle s'est associée à la start-up britannique Aria afin de bâtir une véritable chaîne de production d'articles automatisés que ces journalistes concevaient en amont, mais aussi vérifiés et complétés avant publication. Cette forme de journalisme semi-automatisé a permis de publier près de 700 articles couvrant chacune des circonscriptions électorales, dont une quarantaine en gallois. À l'instar des rencontres sportives ou de la bourse, les soirées électorales et référendaires s'avèrent être un laboratoire d'essais efficace pour le journalisme automatisé. De grands médias, de groupes de presse renouent avec la technologie pour les échéances électorales. En France, une quinzaine de médias, dont Ouest France et France Bleu, auront recours au service de syllabes pour les élections municipales. Aux États-Unis, le Washington Post a créé conjointement avec l'expert en journalisme automatisé de l'université Northwestern, Nick Diakopoulos, un laboratoire de journalisme computationnel qui sera à l'œuvre lors des prochaines élections présidentielles. Selon Samuel Donzon-Chambaud, en ce qui concerne les limites de journalisme automatisé. Selon Donzon-Chambaud, pour l'heure, le journalisme automatisé reste limité à la simple communication de résultats, le plus souvent extraits d'une base de données en ligne, si plusieurs études ont montré que l'information produite de manière automatisée est suffisamment digne de confiance aux yeux des lecteurs, créer des textes agréables à lire se révèle plus ardu. Donc, créer des textes agréables à lire se révèle plus ardu. Samuel Donzon-Chambaud a constaté que le style d'un texte n'apparaît pas comme la seule limitation du journalisme automatisé. Donc, le style d'un texte, ce n'est pas seulement la seule limitation du journalisme automatisé. On constate ainsi que la génération de milliers d'articles en l'espace de quelques minutes, comme dans le cas du monde de Time Media, rend impossible toute vérification à taille humaine. Et lorsque les sources sont erronées, les conséquences peuvent être calamiteuses. En 2017, une alerte de tremblement de terre a malencontreusement été envoyée à des rédactions après que l'Institut d'études géologiques des États-Unis eut révisé l'emplacement d'un séisme s'étant déroulé en 1925 au large de la Californie. Le programme du Los Angeles Times, s'occupant d'écrire des alertes de tremblements de terre automatisés, n'y a vu que du feu, ce qui l'a conduit à publier une alerte pour un séisme vieux de près d'un siècle que le journal a par la suite rétracté. Quant aux journalistes,
ajoute Samuel Donzon Chambaud, toujours en évoquant les limitations du journalisme automatisé. Il reste à savoir si cette technologie permettra bien à l'homme et à la machine de travailler en symbiose. Aussi, les professionnels de l'information perdront progressivement leur savoir-faire journalistique au profit de systèmes automatisés. Donc, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, défendue par le journaliste Meredith Broussard dans l'ouvrage Artificial Intelligence, How Computers Misunderstand the World, paru en 2018, verrait l'émergence du système où les machines brasseraient une quantité énorme d'informations pour mener à bien les tâches les plus rudimentaires, mais où les humains prendraient soin des cas spécifiques qui demandent plus d'attention. C'est du moins ce que l'agence américaine Associated Press affirme avoir réussi dans un rapport publié en 2017. L'organisation soutient que sa couverture automatisée des résultats financiers a permis de libérer ces journalistes de 20% de leur temps de travail, leur permettant de le réinvestir vers des tâches plus complexes et davantage qualitatives. La seconde hypothèse, portée par l'écrivain Nicolas Carr dans l'ouvrage Remplacer l'humain, critique de l'automatisation de la société, paru en 2017, soutient à l'opposé que l'automatisation croissante des tâches équivaudrait à une perte de moyens, à l'image du pilote ne sachant plus manœuvrer un avion à force de s'être trop habitué au pilotage automatique. Aussi, il s'agira de voir si les journalistes ayant recours à des phrases toutes faites suggérées par l'ordinateur ne se sentiront pas diminués dans l'exercice de leurs fonctions. Finalement, selon Samuel Danzon Chambaud, le journalisme automatisé rebat bien les cartes dans le domaine de l'information, mais inciterait aussi paradoxalement les journalistes à renouer avec ce qu'ils ont de plus humain pour maintenir leur avantage compétitif, faire preuve de sensibilité, développer son flair journalistique ou encore entretenir ses sources. Maintenant, on revient encore une fois aux explications de Alexandre Joux et Marc Bassoni concernant la relation du journalisme et Big Data. Le data journalisme a témoigné aux États-Unis d'une évolution du journalisme qui, après avoir favorisé l'observation sur le terrain et les interviews dès le 19e siècle sur le modèle des sciences sociales, revient aux documents, donc aux données et à leurs archives, pour explorer des tendances sur le temps long. Ces deux chercheurs, Jou et Bassoni, ont mentionné que ce retour aux documents ne signifie pas pour autant une prise de distance à l'égard des canons scientifiques des sciences sociales qui restent fortement mobilisés dans les discours des journalistes quand ces derniers cherchent à légitimer leurs prétentions à l'objectivité. Ainsi, l'application dans les années 1970 des méthodes des sciences sociales au journalisme de précision imposera dans le champ journalistique le recours à l'informatique et aux statistiques comme moyen d'établir des faits comme on a déjà montré. L'importance de l'informatique dans le journalisme se retrouve aujourd'hui dans le journalisme robotisé, dans le journalisme computationnel, lequel donne la priorité aux algorithmes sur les savoir-faire journalistiques ou encore dans le data journalisme. Jou et Bassoni expliquent que le data journalisme est à part. Il revendique en effet une dimension hybride.
il associe aux journalistes rédacteurs des compétences venues du hacking et fait également appel aux destinataires de l'information, ça veut dire le public, qui pourront ainsi contribuer à la qualification des données. Donc, le data journalisme est à part. Il revendique en effet une dimension hybride. Il associe aux journalistes rédacteurs de compétences venues du hacking et fait également appel aux destinataires de l'information publique, ça veut dire le public, qui pourront ainsi contribuer à la qualification des données. D'abord, présentées comme des marqueurs de vérité, parce qu'elles échapperaient à toute interprétation subjective, les données vont être ensuite repensées par le data journalisme pour mieux comprendre, pour mieux prendre en compte les conditions de leur établissement, leur structure et donc aussi les possibilités de leur exploitation. Le data journalisme va alors s'engager dans une démarche constructiviste qui ne prétend pas saisir le réel à l'état pur à travers la donnée pure. Joux et Bassoni ont expliqué cette nouvelle forme de journalisme en se basant sur l'édition française du guide du data journalisme. L'un des actes fondateurs du data journalisme est la déclaration d'Adrien Olvati qui, dès 2006, exigeait une forme nouvelle du journalisme. Par exemple, supposons qu'un journal ait écrit un article sur un incendie local. Ce que je veux vraiment pouvoir faire, ici selon les mots de Adrien Olovati, c'est explorer les faits bruts de cette histoire un par un, avec des couches d'attribution et une infrastructure permettant de comparer les détails de l'incendie avec ceux d'incendies précédents. Date, heure, lieu, victime, numéro de la caserne de pompiers, distance de la caserne, nom et nombre d'années d'expérience de chaque pompier présent sur les lieux, temps mis par les pompiers pour arriver sur place et les incendies ultérieurs de cet incendie. Donc, ici, selon Adrien Olovati, qui a déclaré qu'il existe une forme nouvelle du journalisme. Dans l'exemple d'un journal qui écrit un article sur un incendie local. Euh, Ici, il faut explorer l'effet brut de cette histoire un par un, avec des couches d'attribution, une infrastructure permettant de comparer les détails de l'incendie avec ceux d'incendies précédents, date, heure, lieu, victime, numéro de la caserne de pompiers et ainsi de suite. Ça veut dire on a besoin de collecter tous les faits concernant l'incendie que le journal essaye de traiter, de faire un article sur cet incendie local. Or, comme nous montrent Jou et Marc Bassoni, Nicolas Kaiser-Brill, qui est à l'origine de l'édition française du guide du data journalisme, d'où la citation a été tirée, indique que cette vision d'Adrien Olovati est pertinente uniquement parce qu'il s'agit, dans son exemple, d'une information hyper locale. Elle ne nécessite pas de contextualisation particulière. Donc, Kaiser Brill, qui est à l'origine de l'édition française du guide du data journalisme, d'où la citation a été tirée ici, indique que cette vision de Adrien Olovati est pertinente uniquement parce qu'il s'agit dans son exemple d'une information hyper locale. Elle ne nécessite pas de contextualisation particulière.
Selon Jou et Bassouni, pour Nicolas Kayserbril, la donnée seule n'est pas signifiante si elle est mise à disposition du public sans l'histoire qui lui donne sens. On a besoin ici de l'histoire qui donne sens à l'événement. Donc, par ailleurs, la structure des bases de données n'est pas neutre. Ici, c'est le constat. Là encore, les projets d'Adrian Olovati témoignent des limites du premier data journalisme. Celui-ci a accordé une place très importante aux jeux de données pour les porter en l'état à la connaissance du public, des dispositifs visuels permettant ensuite d'opérer des tris dans ces données pour en faire émerger des informations signifiantes. Donc, on a besoin aussi, on a besoin non seulement des faits, mais aussi là, on a besoin de la signification de ces faits concernant l'événement qu'on essaye de traiter. Ainsi, Adrien Lovati a-t-il lancé dès 2005 le site chicagocrime.org qui superpose sur une carte Google Maps les données en open data récupérées auprès du Chicago Police Department. Le site offre une cartographie interactive des crimes commis à Chicago. Ce site a révélé leur fréquence sur des secteurs urbains auparavant peu traités par la presse. Le data journalisme permet alors de corriger l'inégale distribution des sources sur le terrain urbain. Tout en libérant en partie les journalistes de leur dépendance aux sources institutionnelles. Jou et Bassoni ont mentionné qu'il y a ici une croyance dans la force de la donnée brute que l'enquête du Los Angeles Times va révéler comme trop naïve. En effet, ce quotidien s'interroge sur la pertinence des données mises à disposition par everyblock.com, un autre site d'Adrien Olovati qui a étendu à l'ensemble du territoire américain le modèle imaginé avec chicagocrime.org. Sur everyblock.com, le City Hall de Los Angeles apparaît comme l'endroit le plus criminogène de la ville. Alors que les journalistes ne ressentent pas cette réalité sur ce terrain, bien connu d'eux, puisqu'il s'agit de l'endroit où ils ont leur bureau, tout simplement. Après enquête, ils découvrirent ainsi que le Los Angeles Police Department, dont everyblock.com, exploite les données, assigne par défaut le code postal de City Hall à tous les crimes, tout dans la géolocalisation est problématique. Ce qui provoque ce biais majeur sur everyblock.com et ce qui confirme la nécessité pour le data journaliste, après une phase d'exploitation des données, de retourner sur le terrain pour tester la pertinence des informations communiquées. Donc, il existe ici une limite de data journalisme. Parce que on a besoin, comme journaliste, de retourner, on a besoin de retourner sur le terrain pour tester la pertinence des informations collectées, des informations communiquées selon le data journalisme. Donc ici, Jou et Bassoni ont mentionné qu'il y a une croyance dans la force de données brutes, mais en effet, il y a des limites parce que toujours les journalistes ont besoin d'aller, de retourner sur le terrain pour vérifier, pour tester la pertinence des informatiques communiquées. Donc, comme on voit ici, comment il existe, oui, il y a des avantages pour le journalisme de données, le journalisme automatisé, mais le journalisme de donc toujours
qui utilisent les data et les big data. Et donc, le data journaliste, oui, il y a des avantages, mais toujours il y a aussi des limites. Zhou et Bassoni aussi ont analysé le rapport entre les big data et les logiques de marketing des entreprises d'information. Selon eux, l'inscription du journalisme au cœur d'un écosystème informationnel dominé par les data ne provoque pas seulement un débat sur le rapport entre données et vérité journalistique. L'inscription du journalisme au cœur d'un écosystème informationnel dominé par les data ne provoque pas seulement un débat sur le rapport entre données et vérité journalistique. Les big data s'invitent également dans les logiques marketing des entreprises d'information. Leur premier effet structurel est d'accélérer l'assujettissement de la production éditoriale à la perception des attentes du public. Le phénomène est déjà ancien. Le poids croissant des régies publicitaires avait, dès la fin des années 1980, fait basculer le journalisme traditionnel. Ce journalisme traditionnel bâti jadis selon une logique de l'offre, dans une logique de la demande. Ce basculement est désormais accéléré et amplifié. La demande extrêmement labile et plus prégnante que jamais. De nouvelles pratiques journalistiques attestent ce changement de rythme, en même temps qu'elles mettent en relief ces enjeux éditoriaux et économiques. Donc, l'inscription du journalisme, selon Joux et Bassoni, l'inscription du journalisme au cœur d'un écosystème informationnel dominé par les data ne provoque pas seulement un débat sur le rapport entre données et vérité journalistique. L'inscription du journalisme au cœur d'un écosystème informationnel qui est dominé par les data. Oui, il existe non seulement ce nouveau monde de big data ne provoque pas seulement un débat sur le rapport avec la vérité, avec les façons traditionnelles de collecter les informations, de traiter les informations, parce qu'on a besoin d'aller au terrain pour vérifier les faits communiqués, les faits collectés ou pas. Oui, il existe un grand débat ici sur le rapport entre données et vérité journalistique, mais il existe aussi un débat concernant la relation des big data et les logiques marketing des entreprises d'information. Il y a des effets structurels euh, concernant la production éditoriale et sa relation avec la perception des attentes du public. Oui, et ce phénomène, c'est ancien, parce que le poids croissant des régies publicitaires avait, dès la fin des années 1980, fait basculer le journalisme traditionnel bâti selon une logique de l'offre dans une logique de la demande. Et ce basculement, selon Jou et Bassouni, est désormais accéléré et amplifié. La demande extrêmement labile est plus prégnante que jamais. De nouvelles pratiques journalistiques attestent ce changement de rythme en même temps qu'elles mettent en relief ces enjeux éditoriaux et économiques. Jou et Bassoni ont ajouté aussi qu'au début des années 1990, le chercheur Jean McManus prophétisait l'assomption du journalisme tiré par la demande ou market-driven journalism. Force est aujourd'hui de constater que la pratique répandue du Google ou Facebook journalisme donne un écho
suffisant à cette anticipation. Certains médias comme BuzzFeed, qu'on a déjà expliqué en détail dans le dernier cours, son fonctionnement, par exemple, ou bien le site pour adolescents Melty, procède à une veille permanente via Google Trends et les réseaux sociaux, hashtags les plus discutés, pour déterminer en temps réel les questions qui font le buzz et préoccupent leurs destinataires. Le plateforme CrowdTangle, racheté en 2016 par Facebook, favorise par exemple le suivi analytique des contenus diffusés sur ces réseaux. Des algorithmes prédictifs peuvent même renforcer ce travail de veille en soulignant les sujets et les angles de couverture qui pourraient devenir viraux et l'audience assurer ainsi l'audience la plus large possible. En fonction de tels signaux perçus, ces médias agencent et reconfigurent au fil de l'eau leur offre d'information. Jou et Bassoni ajoutent autre pratique journalistique notable, celle de l'information, euh, service d'information, information service, et celle du journalisme dit de solution ou journalisme d'impact. Pratique ancienne constitutive même de l'information de proximité, l'information service est aujourd'hui totalement renouvelée à l'aune de la massification des usages du numérique. En tant qu'information utile pour le quotidien des destinataires, issue d'une source identifiée, ça veut dire extérieure aux médias diffuseurs, et transmise au public sans retouche éditoriale de la part des journalistes. L'information service fait désormais l'objet d'interactions avec les médias, interactions qui favorisent l'enrichissement des bases de données commerciales de ces derniers. Ces interactions permettent d'affiner la connaissance des destinataires clients via leurs déclarations, le recueil de leurs intentions, l'historique de leur comportement tracé. Elles permettent de qualifier ces bases de données en vue d'une exploitation commerciale par d'autres services des médias concernés. Il existe 4 piliers du journalisme de solution. Un reportage de solution se concentre sur une réponse à un problème social et comment cette réponse a fonctionné ou pourquoi elle n'a pas marché. Le meilleur reportage sur les solutions distille les leçons qui rendent la réponse pertinente et accessible aux autres. En d'autres termes, il offre des apprentissages. Et le journalisme de solution recherche des preuves, des données ou des résultats qualitatifs qui montrent l'efficacité ou son absence. Les reportages sur les solutions sont transparents et avec le public au sujet de ces preuves, distinguant ce qu'elles nous disent et ce qu'elles nous ne disent pas. Donc, le journalisme de solution recherche des preuves, des données ou des résultats qualitatifs qui montrent l'efficacité ou son absence. Les reportages sur les solutions sont transparents avec le public au sujet de ces preuves, distinguant ce qu'elles nous disent et ce qu'elles ne nous disent pas. Une réponse particulièrement innovante peut être un bon sujet, même sans beaucoup de preuves. Mais le journaliste doit être honnête sur ce manque et sur la raison pour laquelle la solution est tout de même digne d'intérêt. Et aussi, les papiers de solution révèlent les limites d'une réponse. Aucune réponse n'est parfaite et certains fonctionnent bien pour une communauté, mais peuvent échouer dans d'autres. Un journaliste responsable couvre ce qui ne fonctionne pas et replace la solution dans son contexte. Le reportage sur les limites est essentiel. Donc, les papiers de solution révèlent
les limites d'une réponse. Aucune réponse n'est parfaite et certains fonctionnent bien pour une communauté, mais peuvent échouer dans d'autres. Un journaliste responsable couvre ce qui ne fonctionne pas et replace la solution dans son contexte. Le reportage sur les limites est essentiel. Joe et Bassoni ont mentionné que cette transversalité entre l'information et la communication commerciale est d'autant plus efficace qu'elle repose, comme en matière de Google Journalism, sur une appréhension fine des attentes et des intentions du public. C'est un enjeu du même ordre qui est associé au journalisme dit de solution. Ce type de pratique, qui connaît un fort engouement, favorise l'implication des destinataires de l'information au cœur même de la production journalistique. Ces destinataires sont non seulement des citoyens auxquels on vient proposer des solutions pour leur permettre d'affronter à leur niveau les grands défis de l'époque, mais également des pourvoyeurs de data monétisables au bénéfice d'activités diverses rassemblées sous une même marque média. Le journalisme dit de solution renforce donc au sein des médias le tropisme en faveur du marketing des traces et de l'approfondissement de la relation de personnalisation autour de l'information produite. Selon Jou et Bassoni, l'accélération de ce basculement d'une logique éditoriale de l'offre vers une logique centrée désormais sur la demande a non seulement des effets sur les contenus produits, mais aussi sur l'économie des médias visés. Concernant la nature de l'information produite, l'effet collatéral est bien sûr un effet d'auto-renforcement. Une demande explicite suscite une offre qui est légitime et étaye cette demande au risque d'ailleurs d'éclipser d'autres sujets ou d'autres thématiques. La généralisation de telles pratiques pro-demande peut donc catalyser un appauvrissement qualitatif de cette partie de l'écosystème informationnel qui ne dépend que des recettes publicitaires. Donc, la généralisation de telles pratiques pro-demande peut donc catalyser un appauvrissement qualitatif de cette partie de l'écosystème informationnel qui ne dépend que des recettes publicitaires. Cette dépendance exclusive oblige en effet les offreurs d'informations à courtiser le même segment large du grand public et à proposer les mêmes sujets plébiscités, fédérateurs et non clivants. On retrouve ici un résultat cohérent avec l'ancienne loi de Steiner, loi selon laquelle la pluralité des offreurs ne rime pas forcément avec la diversité des contenus proposés au public. Je et Bassoni expliquent aussi que l'économie des médias visés, ce basculement en faveur de la demande du public a des effets nombreux et structurants. Il catalyse un reformatage en profondeur du modèle d'affaires de ces médias. Le premier effet à signaler a trait à la gestion de la manne publicitaire. Si les algorithmes permettent d'affiner la connaissance de l'audience, de ses caractéristiques et de ses attentes, ils renforcent par la même occasion la rentabilité liée à la monétisation de cette audience auprès des annonceurs. On appelle précisément publicité programmatique cette communication adaptée au public cible et adossée à un traitement de données massives. Depuis 2016, celle-ci représente déjà plus de la moitié des investissements publicitaires en ligne en Europe. Les médias légitimement soucieux de leur pérennité et de leur autonomie
financières doivent donc plus que jamais prendre en compte cette dimension économique cardinale de leur environnement. Mais bien au-delà, comme constate Gio et Bassoni, bien au-delà des revenus à rétrocéder, le sujet le plus sensible concerne la la matrice pleine et entière des données clients, avec son format Instant Articles. Facebook n'a pas tout à fait renoncé à exploiter pour son propre compte les données relatives aux médias partenaires de la plateforme. Les projets d'alliance dans le domaine de la publicité numérique qui fleurissent actuellement entre les médias traditionnels en France, par exemple Graffiti et Skyline, doivent être appréciés à l'aune de ce bras de fer. Il marque de la part des médias une vraie volonté de s'autonomiser vis-à-vis des poids lourds de l'économie numérique. Selon Joe et Bassoni aussi, il existe un second effet économique et à signaler. Il concerne la tendance à personnaliser de plus en plus finement l'offre d'information et à favoriser une forte discrimination tarifaire. En tenant compte des centres d'intérêt de tout un chacun, de ces échanges personnels et des interactions qu'il alimente via les réseaux sociaux, les algorithmes peuvent éditorialiser, personnaliser à l'infini l'information qui lui est dédiée. Comme l'a prétendu Mark Zuckerberg le 6 novembre 2014, le but est de bâtir le parfait journal personnalisé de tout le monde, c'est-à-dire un quotidien sur mesure dédié à chaque internaute. L'enjeu commercial est double ici. Il s'agit tout à la fois de fidéliser celui-ci et de l'enfermer au sein d'un écosystème cohérent et de l'exposer à une publicité ciblée toujours plus efficace, en individualisant ainsi à l'extrême la relation client. La personnalisation des contenus autorise une discrimination tarifaire poussée. Et ici la bibliographie qu'on a utilisée dans ce cours. Merci, chers étudiants, et à la prochaine.